J'étais contente de voir les... Oh mon Dieu, je vais m'habituer à cette chose. C'est vraiment étrange. J'étais contente de voir les discussions tantôt vers la fin qui tournaient sur le soutien de la famille et tout ça. Je pense que ma présentation, puis probablement la discussion qui va suivre, font vraiment suite. Donc, ben c'est ça. Moi, j'ai fait ma thèse de doctorat sur le réseau des femmes victimes de violences conjugales. Donc, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. OK, je vois là aussi. Ouais, non. Euh, Quand je parle de réseau social, je parle pas de réseau social type Facebook et tout ça. Là, on n'est pas dans des réseaux numériques. On est vraiment dans des réseaux relationnels. Fait que gardez ça en tête pour la présentation. Donc, en gros, quand on parle d'un réseau social, on parle d'un ensemble de relations entre un ensemble d'acteurs. Euh, c'est la définition là, la plus courante d'un réseau. Donc, le réseau des femmes victimes de violences conjugales, il peut inclure évidemment leurs conjoints violents, mais aussi tous les membres de leur famille, amis, collègues, voisins, donc toute personne significative pour ces femmes-là. Généralement, on va avoir, quand on fait l'analyse de réseau, on va utiliser ce genre de schéma-là, comme vous pouvez voir, où les points représentent des personnes, les lignes représentent des relations entre des personnes. Fait que c'est quelque chose qui va apparaître là, de temps en temps dans la présentation. Euh, Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez m'arrêter au fur et à mesure. Ça ne me dérange vraiment pas. Donc, mais pourquoi s'intéresser à ça? En gros, il y a quand même de plus en plus d'auteurs dans la littérature scientifique, puis j'ai le sentiment qu'il y a de plus en plus d'intervenantes aussi qui considèrent que il faudrait intégrer la notion de réseau social et puis de famille et tout ça à l'intervention en violence conjugale. Les gens disent que, en tout cas les auteurs dans la littérature disent que c'est quelque chose qui pourrait assurer la sécurité des victimes à plus long terme, en fait. D'améliorer le réseau dans lequel les femmes retournent après l'intervention, ça pourrait permettre d'avoir un effet à plus long terme. Les intervenantes qui ont été questionnées par les deuxièmes auteurs, là, Goodman et ses collaborateurs, disent effectivement déjà mettre en place certaines choses. Ils disent par exemple essayer d'outiller les femmes pour qu'elles puissent améliorer leur capacité à maintenir des relations saines. Donc, déjà de faire un travail individuel avec ces femmes-là. Elles disent, certaines d'entre elles disent aussi déjà analyser le réseau de ces femmes-là, voir qui est présent, qui n'est pas présent, qui est lié au conjoint, parce que ça peut avoir un impact, qui est là pour les soutenir, qui nuit au contraire. D'autres disent qu'elles essaient de les assister quand elles souhaitent reprendre contact avec des proches, parce que c'est quelque chose qu'elles peuvent vouloir faire, mais qui n'est pas nécessairement évident à faire. Elles les soutiennent aussi dans le développement de nouvelles relations, puis certaines interviennent aussi directement auprès des proches. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, ces auteurs-là ont fait des focus group avec plein d'intervenantes, puis c'était des pratiques qui étaient un peu, qui n'étaient pas systématisées en fait, mais qui étaient faites par différentes intervenantes venant de différents milieux. Mais là, ils ont rassemblé ça, puis ben ça, c'est l'ensemble des types d'interventions qui peuvent être faites. Mais ce qui est ressorti aussi de cette étude-là, c'est que les intervenantes qui veulent faire ça sont confrontées à vraiment beaucoup de défis. C'est pas si évident que ça. Par exemple, elles peuvent trouver ça difficile de trouver l'équilibre entre les méfaits et les bienfaits des relations. Surtout en situation d'urgence, ça peut être difficile de déterminer en fait qui peut être positif dans ce réseau-là versus qui peut nuire plus qu'aider. Les intervenantes parlaient aussi d'une difficulté liée à un manque de continuité dans l'intervention, c'est-à-dire que si l'intervention dure 1 mois, 2 mois, ben après ça, il peut y avoir une difficulté à donner suite. Puis aussi, même à l'intérieur de ce mois-là ou de ces 2 mois-là, si la femme est vue par différentes intervenantes, ben ça peut créer des difficultés. Les intervenantes parlent aussi d'un manque de formation puis d'encadrement lié à ce genre de pratique-là. Donc, en gros, ce qui ressort, c'est une nécessité d'encadrer les pratiques ou à tout le moins d'offrir des balises ou des pistes sur qu'est-ce qui peut être fait, comment ça peut être fait, puis dans quel objectif aussi. Est-ce qu'il y a des... En fait, on en parlera un petit peu plus tard, mais c'est ça, offrir en fait certaines balises avec lesquelles après ça, les intervenantes peuvent naviguer, faire preuve de créativité, mais au moins en ayant quelque chose, un cadre, plutôt que de se lancer dans le vide. Donc aujourd'hui,
La conférence, ça va avoir deux buts. Le premier, c'est de transmettre l'information au sujet du réseau social des femmes victimes de violences conjugales. Puis le deuxième, c'est de proposer un modèle d'intervention qui est très clairement, il n'est pas encore, c'est encore en, en construction, si on veut. Je présente quelque chose d'assez complet, mais qui après ça peut être adapté de plein de manières différentes. Donc, j'ai fait ma thèse là-dessus. Fait que c'est sûr que la plupart des informations que je vais vous transmettre partent de la thèse. Donc, j'ai fait de l'analyse de réseau. J'ai analysé 45 réseaux associés à différentes étapes. Donc, certains réseaux étaient associés à l'étape de la relation violente, la rupture, le passage en maison d'hébergement, puis le post-suivi. Fait que ça permet de constater l'évolution à travers le temps. J'ai aussi fait de l'analyse qualitative. Donc, j'ai rencontré 30 femmes pour faire des entrevues semi-dirigées. J'ai fait des entrevues de rétroaction avec certaines d'entre elles pour discuter de leur réseau. Donc, je préparais le portrait de leur réseau, puis on en parlait. Et j'ai aussi fait 6 mois d'observation participante en maison d'hébergement, puis j'ai analysé 11 dossiers. Donc, en gros, j'ai marié les méthodes, en fait, pour être capable d'avoir... parce que l'analyse de réseau, c'est bien, ça donne un regard global, mais ça ne donne pas le fin détail sur les mécanismes derrière. Donc, c'est ça. Je vous parle de ma thèse, mais je vous parle aussi d'autres sources issues de la littérature, donc différentes analyses qualitatives, différentes analyses quantitatives aussi. Donc, je vais intégrer différentes sources dans la présentation. Donc, pour commencer, le réseau social des femmes victimes de violences conjugales. Pourquoi est-ce que c'est important de s'intéresser à ça? Vous en parlez tantôt, le soutien de la famille. Le soutien social, c'est quelque chose qui est vraiment important pour les femmes. C'est le fait d'avoir accès à du soutien social va, en gros, modérer les effets de la violence conjugale. On dit que plus les victimes se perçoivent soutenues, moins elles vivent d'anxiété, de détresse, de dépression, de symptômes de stress post-traumatique. Les auteurs sont aussi arrivés aux conclusions qu'une victime qui se perçoit soutenue va avoir une meilleure estime d'elle-même, une meilleure qualité de vie, qu'elles sont moins à risque d'être victimisées, même de faire des tentatives de suicide. Puis, finalement, le degré de soutien obtenu va contribuer à ce que les femmes réussissent à quitter définitivement leur agresseur quand c'est ce qu'elles souhaitent. Fait qu'on sait que c'est important. Mais on sait aussi que les femmes victimes de violences conjugales vont se percevoir moins soutenues que les femmes qui ne sont pas victimes. Fait qu'est-ce qui peut expliquer, en fait, qu'à ce moment-là de leur vie, où elles ont particulièrement besoin de soutien, elles n'en trouvent pas suffisamment ou elles en trouvent moins que si elles n'étaient pas victimes. Les personnes qui sont sensibilisées à la problématique de violence conjugale vont sûrement répondre tout de suite « l'isolement ». Effectivement, c'est quelque chose qui est vraiment à considérer. C'est quelque chose qui est discuté depuis quand même assez longtemps, là, le fait qu'il y a certains agresseurs qui vont utiliser l'isolement comme tactique de contrôle des femmes. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est que graduellement, ils vont faire différentes choses qui fait en sorte que la femme, au final, elle est pas mal en lien juste en lien avec de moins en moins de personnes. Donc, il peut contrôler les déplacements des femmes, contrôler les appels téléphoniques, contrôler les contacts en face-à-face des femmes. Mais ça ne se résume pas à juste contrôler les contacts. Ça va être aussi blâmer les femmes pendant qu'elles sont avec des amis, dénigrer les proches. Si, par exemple, la femme invite des gens ou va à quelque part, ça va être de dénigrer ces personnes-là. Ce qui fait en sorte que la femme, elle va vouloir protéger ses proches à quelque part, donc elle se retrouve isolée. Puis aussi, avoir certains comportements qui font en sorte que les femmes, en public, vont avoir honte. Donc, ça peut être de sortir ensemble pour aller à quelque part, puis, je ne sais pas moi, s'il se met à l'engueuler, mais c'est quand même... ça peut être dénigrant en public, en fait, puis au fil du temps, ces situations-là sont de plus en plus évitées. Je vous ai mis quelques extraits. Arrivez-vous à lire? Oui, OK. Donc, il y a une femme qui m'a dit, il m'enlevait le téléphone, j'avais pas le droit d'appeler. Il contrôlait quand je pouvais appeler, puis il fallait qu'il soit à côté de moi pour entendre ce que je disais. Il y a une autre femme qui me dit, mettons que je voulais faire des activités, il disait, ah ben là, t'es enceinte, faudrait pas que tu le fasses. Même si on allait juste voir un feu, t'es enceinte, ah la petite va déranger. Il y avait tout le temps une excuse bidon.
Ah, t'as pas fait le ménage, faudrait que tu le fasses, pendant que lui faisait la belle vie. Parce que lui, dans le fond, dans cette situation-là, lui, il continuait à entretenir la relation avec les amis, mais elle devait rester à la maison. Il y a une autre femme qui me disait j'étais très isolée, j'avais pas de contact avec personne sauf lui. Il m'a juste fait me débarrasser de mon chien parce que je m'occupais trop de lui. Fait qu'en gros, c'est de faire en sorte, dans ces situations-là, le conjoint fait en sorte que graduellement, ben, le monde des femmes se referme de plus en plus. Ça, c'est un exemple, en fait, du réseau social d'une femme qui a été isolée, justement, par son conjoint pendant la relation violente. Fait que cette femme-là, c'est le point à droite. Pendant sa relation violente, elle était en contact avec son conjoint puis sa belle-mère. Donc, en gros, c'était ça, son réseau pendant la relation. Il y a des femmes aussi qui vont se retrouver en contact avec seulement le conjoint, qui vont avoir plus aucun contact avec l'extérieur. C'est des situations quand même assez extrêmes, mais qui arrivent. Donc, le processus d'isolement, il faut quand même le considérer comme étant quelque chose qui se produit. Là. C'est pas des légendes urbaines, ça se produit. Ce que ça fait en sorte, là, je ne veux pas trop entrer dans le jargon d'analyse de réseau, mais je vais vous expliquer le plus clairement possible les concepts. Là. Ce que ça fait, c'est que le conjoint va être, en quelque sorte, en contrôle de l'information en se positionnant entre les femmes puis le monde. Donc, toute l'information qui pourrait partir des femmes puis se rendre à l'extérieur, toute l'information qui pourrait partir de l'extérieur au sujet de différentes visions de la violence, au sujet des ressources disponibles, qui pourrait partir de l'extérieur puis se rendre aux femmes, c'est bloqué aussi. C'est lui qui est en contrôle de ça. Donc, c'est lui qui gère le flot d'informations. Il y a un auteur qui dit « L'univers du conjoint devient le seul auquel elles ont accès ». C'est à peu près ça. Puis aussi, ça fait en sorte que les femmes vont avoir de la difficulté à entretenir leurs relations, ce qui va affaiblir les relations là, avec le temps, notamment s'ils ont les deux des amis communs ou même si c'est juste la famille des femmes. Au fil du temps, à force de ne pas voir les gens, ben, la relation, elle n'est pas entretenue. Donc, comme je dis, c'est vraiment important de s'intéresser à ce processus-là. En même temps, quand on parle d'un réseau social, on ne peut pas regarder seulement le conjoint. Il faut aussi élargir l'angle puis regarder les autres personnes qui sont là, c'est qui puis qu'est-ce qu'elles font. Donc, je vais vous parler des réactions de l'entourage. Parce qu'effectivement, dans plusieurs situations, il y a des gens qui restent là. Ça, c'est le réseau social d'une autre femme que j'ai rencontrée. Donc, elle était en contact, oui, avec son ex-conjoint, avec la famille de son ex-conjoint, mais aussi avec d'autres gens, la femme du pasteur, neveu, nièce, sa mère, des amis, etc. Donc, il y avait encore des gens qui étaient là. Mais ces personnes-là agissent comment? Donc, effectivement, ces personnes-là peuvent être une grande source d'aide, de soutien. Mais ça arrive aussi qu'ils réagissent de manière négative. Et puis, je veux tout de suite dire, c'est pas nécessairement parce qu'ils ont une mauvaise intention. Puis ça, je vais en reparler. C'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est pas parce qu'ils veulent pas. C'est pour toutes sortes de raisons, en fait. Puis on va en parler. Mais je veux faire la petite nuance maintenant parce que je veux pas que ce qui ressorte, c'est que l'entourage sont pas fins puis sont pas bons. Dans la thèse que j'ai faite, c'est que j'ai divisé les différentes réactions de l'entourage en 3 catégories. Je commence par vous présenter les actions qui vont favoriser l'autonomie à laquelle les femmes accèdent dans leur relation. Donc, les réactions que les femmes considèrent positives puis qui vont avoir un impact positif sur leur autonomie. Le premier type de réaction, ça va être le respect des choix et du rythme des femmes. Dans le fond, ce que ces personnes-là vont faire, je vais vous donner un exemple. Il y a une fille qui me disait, tout le monde me parlait contre mon conjoint, mais j'ai une amie qui m'a dit carrément, je ne l'aime pas, je préférerais que tu ne sois pas avec lui, mais si tu préfères rester avec lui, je te respecte, puis je vais continuer d'être là. Fait que c'est pas de dire, il n'y a rien là, mais je te respecte quand même. C'est pas de dire, je fais comme si tout était correct, mais je vais quand même être là, puis je respecte ton rythme. C'est clair? Oui, OK. La deuxième chose, ça va être d'exprimer un appui. Par exemple, tu es une bonne mère, tu es capable. En fait, c'est du soutien émotionnel.
La troisième chose, ça va être d'offrir de l'aide concrète, surtout une fois que les femmes ont quitté l'agresseur. Ça peut être de donner des livres, aider à déménager, ces choses-là. Pendant la relation violente, ça peut être d'aider aussi avec les enfants, de garder les enfants, de donner un répit à la fois aux enfants puis à la femme. Ça peut être aussi de référer. Ça, il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit que à un certain moment, c'est pas nécessairement la famille qui est la mieux placée pour aider. Dans certaines périodes, en fait, il y a certains moments où ils préfèrent avoir de l'aide extérieure de gens plus neutres. Donc, en gros, les actions qui sont considérées positives, c'est des actions qui vont laisser les femmes aux commandes de leur vie, en gros, tout en leur offrant des options alternatives à la violence. Donc, c'est de leur offrir des portes sans les pousser à absolument prendre ces portes-là qu'on a considérées comme étant bonnes et justifiées pour elles. Maintenant, il y a aussi des actions qui sont considérées négatives par les femmes, des actions qui vont nuire à leur autonomie. Donc, la première catégorie, c'est l'appropriation du problème. Les proches qui vont réagir de cette manière-là vont faire en sorte que les femmes vont être dépossédées des choix qui les concernent. Donc, ils vont prendre action, ils vont vraiment agir pour améliorer la situation, mais sans considérer vraiment ce que les femmes, elles, veulent, puis là où elles sont rendues. L'autre catégorie, qui est la troisième catégorie, c'est le refus du problème. Puis là, ils vont juste se mettre à distance et puis constituer là, une source d'aide pour ces femmes-là. Donc, dans l'appropriation du problème, il y a 3 actions. Dans le refus du problème aussi. Donc, on va voir ça, chacune de ces actions-là, un peu plus en détail. Donc, dans l'appropriation du problème, c'est ça. Les gens, ils réagissent à la situation, prennent la situation en charge, puis agissent pour modifier la situation. Donc, des fois, ça fait en sorte qu'ils vont exprimer leur colère fortement, menacer les conjoints, menacer les femmes aussi. Par exemple, il y a une femme qui me disait que son frère, à un moment donné, lui a dit « Si jamais il se passe quelque chose, ça va brasser ». Puis, on peut comprendre, en fait, la réaction d'un proche que ça met en colère une situation comme ça. Il y a une femme qu'on aime qui est en train de vivre quelque chose de vraiment difficile. Ça peut être vraiment, vraiment troublant, puis susciter de la colère. Mais cette femme-là, entre autres, me disait, mais ce que ça a fait, c'est qu'après ça, je lui ai plus jamais parlé de rien. Parce que moi, j'avais peur que si vraiment il allait passer à l'acte pour brasser mon chum, ben après ça, c'est moi qui allais manger une go. J'allais manger une volée. Fait que c'est vraiment des situations compliquées, en fait. Fait que c'est ça. Exprimer sa colère, menacer, ça n'a pas nécessairement l'effet escompté. Puis ça crée des attentes négatives pour le futur. Donner des ordres. Donc, les gens, encore une fois, prennent la situation en main, donnent des ordres aux femmes. Je vous lis cet extrait-là. C'est une intervenante qui m'a dit « Ça m'est arrivé 2 fois où la femme est en train de faire une confidence. Elle dit à sa sœur qu'elle trouve ça difficile dans son couple et tout ça. Puis là, tout de suite, on s'en va à la maison d'hébergement. Puis là, la femme se retrouve ici, puis elle dit « Ben moi, je suis pas prête du tout à être ici. Je faisais juste une petite confidence à ma sœur, puis je me retrouve ici. » Elle était dépossédée complètement de ses choix. Mais là, chez nous, c'est volontaire. Elle aurait pu quitter tout de suite après, puis il n'y a pas de problème. Puis ce qu'elle dit, c'est « Ben, j'en ferai plus de confidence à ma sœur. » Fait qu'elle se retrouve isolée encore plus avec son problème. Encore une fois, on peut comprendre la réaction d'une sœur qui se dit « Ben, go, 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 on t'enlève de là. » Mais ça n'a pas nécessairement l'effet escompté, même que ça peut empirer la situation parce que la sœur est, à ce moment-là, éjectée du réseau de soutien. En tout cas, pour un temps. Une autre réaction qui est associée à l'appropriation du problème, c'est la surveillance. Surtout quand il y a des enfants impliqués, les proches vont avoir tendance à beaucoup surveiller les faits et gestes des femmes. Donc, il y a une femme qui me disait, je dis au gars de la DPJ, je suis sûre que je vais m'acheter une bouteille de vin, là, je te la donne, puis tu as un appel. C'est à ce point-là. C'est pas juste les personnes du dépanneur qui pouvaient placoter. C'est une petite place, puis tu tombes tout le temps sur quelqu'un qui te connaît, qui connaît ta vie. C'était rendu que j'avais plus confiance en personne, même pas le voisin. Dans cette situation-là, c'est une situation un peu particulière parce que la femme, dans le fond, elle habitait dans une grande ville, sauf que d'un commun accord avec la DPJ, elle est allée habiter dans le village de ses parents avec ses enfants pour
pour protéger les enfants et tout ça. Mais ça a fait en sorte, c'était une très petite place, fait que tout le monde savait qu'est-ce qui était en train de se passer. Et puis, tout le monde lui donnait, en tout cas, elle avait le sentiment que tout le monde lui disait quoi ne surtout pas faire, mais elle avait peu d'indications en ce qui concerne, mais qu'est-ce qu'elle peut faire, puis avec qui elle peut être en relation, puis ça peut être quoi ses activités. Fait que, dans le fond, elle était un peu, ça a fait en sorte qu'elle s'est un peu refermée sur elle puis ses enfants. Puis, ultimement, ça a fait en sorte qu'elle s'est remis, qu'elle a décidé d'essayer de renouer avec le conjoint. En tout cas, elle associe ça à ce sentiment d'isolement-là, le fait de, ben, crime, j'étais plus capable, fait que j'ai voulu reprendre avec le conjoint. Les actions qui peuvent être associées à une thématique de refus du problème, j'en ai fait ressortir 3. La première, c'est exprimer un doute. Donc, les gens, des fois, là, on n'est pas du tout dans « je prends le problème en charge puis j'agis ». On est plutôt dans « ben, je préfère rester à distance ». Fait que les gens peuvent dire « ben, c'est délicat, on n'a pas de preuves ». Ils peuvent aussi blâmer les femmes. Le blâme peut être pendant la relation. Moi, ce que j'ai vu, c'est surtout après la relation, en fait, où les femmes se faisaient dire des choses comme « ben, t'avais juste à pas divorcer ». C'est ça, ou tu savais qu'il était colérique. Fait que là, tu trouves ça difficile, mais dans le fond, c'est ton problème, tu savais, c'est toi qui t'es mis dans cette situation-là. Il y en a d'autres qui vont décider carrément de rejeter les femmes ou de se retirer de leur relation avec elles. Il y a une femme qui me disait mais je vois plus mes amis, ils me traitent d'irrespectueuse, ils me disent que j'ai juste voulu faire un bébé avec lui, puis que je veux pas qu'ils viennent voir le bébé. C'est pas vrai. Il a mon numéro de téléphone, c'est où j'habite, puis il vient pas. Il travaille à 5 minutes de chez nous, il habite à 10 minutes de chez nous, puis il vient pas. Il est très manipulateur. Donc, c'est ça. Dans certaines situations, les proches vont rejeter les femmes, parfois au profit de leur relation à eux avec le conjoint. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer les réactions négatives? C'est beau, je vous ai comme décrit ce qui arrive, ce à quoi les femmes peuvent être confrontées, mais comme je disais tantôt, c'est pas nécessairement parce que les proches ils sont méchants ou qu'il y a différentes choses qui peuvent expliquer ça. Ils peuvent avoir, premièrement, peur de représailles par le conjoint. Il y a des conjoints qui peuvent être assez menaçants, puis ça peut susciter la crainte de certains proches. Ils ne veulent pas trop s'en mêler parce qu'ils ne veulent pas subir de représailles. D'autres fois, les proches ils peuvent ne pas comprendre à quel point c'est complexe, cette situation-là. Ils peuvent être épuisés aussi. Quand ils ont aidé à plusieurs reprises, à un moment donné, eux, ça se peut qu'ils soient carrément épuisés. Puis quand on est épuisé, ceux qui ont des enfants, vous le savez, quand on est épuisé, on ne réagit pas nécessairement de manière très appropriée, là. Fait que c'est ça. Dans d'autres situations, c'est qu'ils vont avoir une proximité relationnelle plus grande avec les proches. C'est ce qu'on voit, mais c'est ce que j'ai constaté, notamment quand le conjoint peut entretenir la relation avec des amis communs, mais que la femme ne peut pas. Ben, les amis communs, ils vont prendre son parti après. Ils n'écouteront pas ce que la femme a à dire parce que cette femme-là est rendue loin déjà. Elle n'est plus dans leur vie tellement. Des fois, ça arrive aussi, bien évidemment, avec la famille du conjoint violent, ils vont souvent plus prendre son parti à lui. Mais parfois, ça arrive aussi avec la famille des femmes. Je pense que j'en reparle un petit peu plus loin, mais je peux en parler maintenant un peu. C'est que des fois, les femmes, ils vont avoir caché pendant plusieurs années la situation parce qu'elles n'étaient pas prêtes à en parler. Mais ça fait en sorte que si, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, bien là, tout à coup, on veut sortir de cette relation-là, puis là, on en parle, puis là, tout à coup, il est rendu méchant, mais la famille a bâti un lien avec lui, puis ils ne vont pas nécessairement croire à ce que les femmes vont dire, ou en tout cas, pas nécessairement la supporter à la hauteur de ce qu'elle aurait besoin. Dans certains contextes socioculturels, certains contextes, en fait, là où la religion est importante, il y a certaines communautés catholiques, par exemple, ou certains contextes socioculturels dans lesquels l'intimité de la famille est vue comme étant quelque chose de très important, de sacré. Les gens peuvent avoir peur aussi d'être jugés
puis de vivre les répercussions d'un dévoilement. Donc, à ce moment-là, ils vont plus chercher à garder la violence secrète. Ce que ça fait, ces réactions-là, c'est que les femmes vont être, bien évidemment, de plus en plus isolées. Les personnes qui vont refuser le problème ne constituent plus des sources de soutien potentiel, elles s'effacent du bassin d'aidants potentiels. Et puis aussi, quand les femmes vont être confrontées à des réactions qu'elles considèrent négatives, elles vont développer des attentes négatives à l'égard de ces personnes-là. Puis ces personnes-là, ben, elles n'iront plus nécessairement leur demander de l'aide, ne sont plus vues comme étant des sources de soutien potentiel. Maintenant, là, je vous ai parlé des conjoints violents, je vous ai parlé des proches. Il manque quelqu'un là-dedans, il manque les femmes. Qu'est-ce qu'elles font, les femmes? Vous en parliez, je pense que vous en avez discuté hier aussi, la gentilité des femmes. Quelque chose qui est ressorti clairement dans ma recherche, dans ma thèse, c'est que les femmes, elles ne sont vraiment pas passives face à tout ça. Elles ne sont pas passives face à leur réseau, elles agissent. Puis elles agissent de différentes manières. Donc, la première chose, c'est qu'elles peuvent rester avec le conjoint violent ou décider de retourner avec lui. Puis pas parce qu'elles sont dépendantes affectives, on n'est pas là-dedans. Parce que dans une certaine situation, ça peut être la meilleure option. Rationnellement, ça peut être la meilleure option. Donc, elle dit, cette femme-là, c'est celle qui était dans le petit village avec sa famille. Elle me dit, j'étais vraiment fatiguée de vivre ça. Alors, je me disais, si je peux renouer avec l'ancien conjoint, je vais pouvoir sortir de là, partir de là. On va parler avec la DPJ, qu'on va faire des thérapies, tout ça, on va collaborer. Donc, dans ce contexte-là, où elle était rendue complètement repliée sur elle-même et ses enfants, c'était pour elle la meilleure des options. Ça peut être un choix qui est vraiment difficile à comprendre pour les proches. Il y a des intervenantes qui me disent, en fait, c'est dans un focus group, c'est une intervenante qui m'a dit, quand ils lui ont trouvé un autre logement, ils l'ont déménagé, 2 semaines après, elle retourne avec le conjoint. Des fois, ils ont même signé le bail, ils se retrouvent avec les problèmes. Donc là, c'est difficile de comprendre qu'elle est retournée avec le conjoint. Jusqu'à temps qu'on leur explique le cycle, qu'on leur explique que c'est normal, surtout si on forçait un peu la volonté de la femme de quitter rapidement. Donc, déjà, vous me voyez peut-être venir avec la nécessité d'outiller les proches. Donc, voilà. Une autre chose que les femmes peuvent choisir, parfait, merci, que les femmes peuvent choisir de faire, c'est de taire la violence. Il y a une intervenante qui me dit, si la femme n'est pas prête à laisser cette relation-là, même s'il arrive plein d'affaires, que tu n'es pas prête à le dire à ton père et ta mère, tu le caches. Parce que ça aurait fait quoi si elles en avaient parlé? Il aurait dit, laisse-le, tu ne peux pas rester là, on va aller te chercher. Tant que tu n'en parles pas, c'est que tu n'es pas prête à ce que ce soit fini. C'est complexe, mais c'est simple aussi. C'est un peu ça, dans le fond, puis d'où l'importance de respecter le rythme des femmes. Donc, les femmes peuvent choisir de taire la violence par crainte aussi de se faire imposer un choix qui n'est pas le leur. Elles peuvent choisir de se cacher. J'ai vu ça, elles peuvent se cacher, en fait, du conjoint violent pour maintenir des relations avec les proches. Donc, il y a une femme qui me dit, il y a été un bout de temps où j'étais avec mon conjoint, il était très contrôlant, alors je ne pouvais pas être en contact physiquement, mais dès qu'il sortait, j'appelais ma famille. Fait qu'elles vont se cacher du conjoint pour maintenir le lien avec leurs proches. Mais elles peuvent aussi se cacher des proches pour maintenir le lien avec le conjoint après avoir rompu avec lui. Donc, c'est encore dans la situation de la femme qui était allée vivre dans le village de ses parents. Elle explique que, dans le fond, sa mère, elle habitait en face. Puis, dès que sa mère venait à la maison, ben, lui, il se cachait dans le garde-robe pour pas que la mère sache qui était revenu dans sa vie. Puis il se cachait, dans le fond, parce qu'elle avait peur des conséquences, que la DPJ soit réimpliquée, que la mère appelle la police, etc. Elles peuvent choisir aussi, les femmes, d'interrompre des relations, pas nécessairement pour toujours, mais des fois, ça va être pour, dans l'extrait que je vous ai mis, c'est pour préserver les proches. Comme je disais au tout début, des fois, les conjoints violents, ils vont montrer du mépris aux proches, être méchants avec eux. Fait que les femmes, en voyant ça, elles peuvent vouloir protéger leurs proches, puis elles choisissent d'interrompre pour un temps les relations avec eux. Évidemment, elles peuvent chercher à trouver du soutien, chercher du soutien.
Pendant la relation, ce que j'ai vu, c'est que c'est surtout du soutien émotionnel. Dans le fond, elles vont se confier à des proches, mais elles n'ont pas nécessairement besoin d'aide pour justement déménager, etc. Quand les femmes quittent, le soutien devient de plus en plus concret. Puis en le disant, je me demande, tu sais, les proches, est-ce que des fois, ils peuvent réagir en s'appropriant le problème parce qu'ils voudraient tellement faire quelque chose de plus concret qu'écouter pendant la relation? En tout cas, ce dont les femmes m'ont dit avoir besoin, c'était plus du soutien émotionnel pendant la relation, puis après, plus du soutien concret. Elles commencent aussi par demander de l'aide à leur entourage, et puis au fur et à mesure de leur processus, elles élargissent puis ont besoin de plus en plus de professionnels. Évidemment, elles peuvent choisir de rompre quand elles sont prêtes. Il y a une femme qui me racontait, dès qu'elle commençait à travailler, elle me laissait le téléphone parce qu'il y avait juste un téléphone. Bien, je suis partie, j'ai fait mes démarches, puis je suis partie. Fait que quand elle l'a choisi, elle est partie. Il y en a une autre qui me dit, ben, c'est quand j'ai quitté que j'ai commencé à en parler. Fait que jusqu'à temps de quitter, c'est quelque chose qui restait, qu'elle gardait pour elle. Mais après ça, dès le moment où elle a décidé de quitter, ben là, elle a commencé à plus vouloir s'ouvrir puis se confier à ses proches. Dans le fond, le fait de rompre permet aussi, c'est comme un point, c'est vraiment un point tournant en fait, où les femmes vont pouvoir agir de certaines manières qu'elles ne pouvaient pas avant. Donc, par exemple, avoir plus de soutien concret, c'est quelque chose qui vient plus après, même s'il y en a avant aussi, là, mais c'est quelque chose qui vient plus après. Le fait de rétablir d'anciennes relations, c'est quelque chose qui vient plus après aussi. Je vous ai mis une figure qui représente le réseau d'une de mes participantes pendant la relation violente, puis après la rupture. Fait que dans le fond, on voit que pendant la relation violente, elle était en contact avec son ex puis une collègue. Dans le fond, c'était son réseau. Puis après la relation violente, ben là, elle a vraiment repris contact avec plusieurs personnes, des membres de la famille, des amis, surtout des membres de la famille, en fait, une amie. Donc, c'est ça, elle a vraiment rejoint toutes ces personnes-là. Par contre, elle me disait aussi, on arrive à rebâtir, mais c'est pas évident. On sort avec beaucoup de peur sociale aussi. Elle me disait, par exemple, tu sais, cette amie-là, c'est une amie que j'aimais vraiment beaucoup. C'était ma meilleure amie pendant des années. Mais on se fréquentait quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus mince. Maintenant, je suis moins bien dans ma peau. Je me sens, j'ai peur qu'elle m'aime pas autant qu'avant. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de peur associée à ça. Fait qu'on ne peut pas, je pense, prendre pour acquis que c'est quelque chose qui va se faire tout seul. De reconnecter, c'est quelque chose qui peut être vraiment compliqué et éprouvant émotionnellement. Elles peuvent choisir aussi de créer des nouvelles relations. Évidemment, en maison d'hébergement, il y a quand même beaucoup d'entraide puis des amitiés qui se développent aussi. Je pense que tout dépendant des maisons d'hébergement, des fois, il y en a qui encadrent un petit peu plus au niveau des règles, le développement des amitiés entre les personnes, d'autres qui encadrent moins ça. Peut-être que vous voudrez en parler tantôt. Mais c'est ça. Dans les faits, les femmes développent des relations en maison d'hébergement. Elles peuvent aussi développer des nouvelles relations à l'extérieur des maisons d'hébergement, des nouvelles relations au travail. Certains, à un moment donné, vont se faire des nouveaux conjoints aussi. Donc, ce que j'ai pu constater, la première chose, c'est que les femmes vont agir en fonction des options auxquelles elles ont accès, puis à partir de leurs attentes à l'égard des personnes qui vont être là. Donc, je reviens au réseau de Sarah, qui était en contact avec son conjoint, sa belle-mère. On s'entend que si elle avait voulu se confier à ce moment-là de sa vie, elle n'avait pas tant d'options. Elle avait l'option belle-mère. Puis je lui ai demandé, est-ce que tu pouvais te confier à ta belle-mère? Est-ce que c'est quelqu'un en qui tu pouvais avoir confiance? Puis elle m'a répondu, je ne pouvais pas lui dire parce que je savais qu'elle allait savoir que j'avais parlé parce qu'elle aurait parlé à son père, puis son père lui aurait dit à lui. Fait que dans le fond, à ce moment-là, le choix qu'elle avait, c'était de se taire. Les femmes vont aussi agir de sorte à préserver l'autonomie qui leur reste, c'est-à-dire que si elles anticipent une perte d'autonomie supplémentaire, elles vont essayer de l'éviter. Donc, en gros, les constats qui peuvent être faits en lien avec entre les actions des femmes puis les actions de l'entourage puis du conjoint, c'est que les actions du conjoint, les actions de l'entourage vont
former l'ensemble des options qui sont accessibles aux femmes, ils influencent en fait le bassin d'options potentielles des femmes. Puis après ça, ces options-là, puis les attentes des femmes vont former les actions des femmes. Donc, est-ce que c'est clair? J'ai l'impression que ça sonne vraiment compliqué, mais c'est comme les proches agissent, ça forme ce que les femmes vont faire finalement. C'est pas si compliqué que ça. Fait que tout ça, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut, par contre, avoir une vue un peu plus d'ensemble sur les changements qui ont lieu dans le réseau des femmes? C'est là où je vais vous parler un peu plus d'analyse de réseau. Donc, ce que j'ai constaté, c'est qu'avec la rupture puis le passage en maison d'hébergement, évidemment, la taille du réseau des femmes va augmenter. Par contre, pour le post-suivi, ça va diminuer parce que il n'y a plus, dans le fond, les relations en maison d'hébergement, elles sont un petit peu moins là. Même si elles gardent parfois un lien, c'est moins là. Bon, contraintes structurelles. C'est comme un jargon d'analyse de réseau, mais c'est assez simple en même temps. En fait, on va dire qu'une personne est fortement contrainte par son réseau quand son réseau il est très petit ou quand c'est un réseau très fermé. C'est-à-dire, si moi, dans la vie, je suis en lien juste avec ma famille, mais c'est un réseau qu'on dit contraignant parce que il est très refermé, puis il va plus me contrôler, en fait, contrôler mes comportements. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'avec la rupture puis le suivi en maison d'hébergement, les femmes sont de moins en moins contraintes par leur réseau, c'est-à-dire que leur réseau est de plus en plus grand puis de plus en plus diversifié, avec des zones relationnelles diversifiées, en fait. Elles vont avoir accès à différents groupes, donc elles vont être moins contraintes. Puis la contrainte augmente un peu pour le post-suivi. Une autre chose que j'ai analysée, c'est l'évolution de la qualité des relations les plus importantes des femmes. Par relation importante, ça va être des personnes qui prennent beaucoup de place dans le réseau des femmes. Donc, ça va être parce que les femmes sont en lien avec peu de gens, puis il y a cette personne-là qui prend beaucoup de place, ou c'est des personnes qui vont être en lien avec d'autres gens de leur réseau. Donc, ce qu'on constate, puis c'est quand même vraiment positif, là, c'est que pendant la relation violente puis la rupture, ces personnes-là, très importantes dans le réseau des femmes, vont être principalement vues comme étant des relations négatives ou mitigées. Donc, c'est des relations, c'est pas nécessairement des relations de confiance, c'est pas nécessairement des personnes les personnes qui prennent beaucoup de place dans le réseau des femmes, c'est pas nécessairement des personnes en qui les femmes peuvent avoir confiance d'emblée. Par contre, à partir du moment où elles arrivent en maison d'hébergement, puis pour le post-suivi, c'est vraiment la tendance inverse. Donc, c'est pas, ce que je dis, c'est vraiment pas que tout le monde devient positif dans le réseau des femmes pendant le post-suivi, c'est pas ça. Mais c'est ces personnes-là qui prennent le plus de place. Donc, dans le fond, les relations dans lesquelles les femmes investissent le plus, c'est des personnes en qui elles ont confiance. En gros, c'est ça. Donc, avec leur passage en maison d'hébergement, les femmes vont augmenter le nombre et la diversité des options qui leur sont accessibles. Ça s'amenuise lors du post-suivi. Les gens qui vont dominer leur réseau sont de plus en plus positifs. Donc, le passage en maison d'hébergement, il semble déjà avoir un effet positif sur le réseau des femmes. Ces effets-là, dans la mesure où les gens voudraient intervenir en lien avec le réseau des femmes, ça pourrait être encore plus positif. Donc, ça pourrait être quoi, ce genre d'intervention-là? Il me reste combien de temps? 20 minutes? OK, je suis correct. OK, je fais un avertissement. Dans le fond, je vous fais différentes propositions basées sur les résultats et tout ça, mais c'est quelque chose qui devra être essayé, testé, nuancé, bonifié. Dans le fond, je vous présente ça parce que j'ai fait ce travail-là, mais c'est surtout pour alimenter la discussion avec vous, puis à quelque part parce que peut-être que ça peut vous inspirer aussi autre chose. Puis peut-être qu'après ça, en fonction de ce que vous en pensez, je vais être capable de bonifier de mon côté. Et voilà. Alors, l'avertissement est fait. Donc, la première chose, intervenir, oui, mais dans quel objectif? Ça peut être quoi l'objectif d'une intervention centrée sur le réseau des femmes? Je pense qu'on peut revenir à c'est quoi la violence conjugale, puis qu'est-ce qui pourrait être cohérent avec cette problématique-là. Ce que je propose, en fait,
la violence conjugale, je ne sais pas tout ce qui a été discuté, en fait, depuis le début de la semaine, mais en gros, la violence conjugale, quelque chose qui est une position qui est adoptée assez généralement, c'est que c'est une dynamique à travers laquelle l'agresseur va prendre de plus en plus de contrôle sur la relation, sur les femmes, ce qui fait en sorte que les femmes vont être de moins en moins maîtres de leur propre vie, c'est-à-dire que leurs désirs, leurs objectifs, leurs intérêts vont être calqués à quelque part sur ce que le conjoint veut que ce soit, leurs objectifs, leurs intérêts, leurs buts, etc. Donc, la violence conjugale mène à une perte d'autonomie au sens où les femmes peuvent plus choisir puis façonner par elles-mêmes leur vie. C'est autonomie dans ce sens-là. Maintenant, l'autonomie, ce que je suggère, c'est de voir ça comme étant le produit d'un contexte relationnel. C'est pas juste une capacité individuelle, l'autonomie, c'est aussi le produit d'un contexte. Donc, le but d'une intervention, ça pourrait être de développer l'autonomie relationnelle des femmes, d'améliorer ce contexte-là pour qu'elles puissent vraiment façonner leur vie. Dans ce contexte-là, je propose de définir l'autonomie relationnelle comme un contexte dans lequel les personnes sont libres de choisir parmi une diversité d'options pour pouvoir façonner leur vie. Donc, on a d'un côté la nécessité d'avoir des options diversifiées, puis de l'autre côté, puis surtout en violence conjugale, on s'entend, c'est pas juste d'avoir des options, c'est aussi d'être libre de les saisir, ces options-là. C'est pas parce qu'il y a des options qu'on peut les saisir. Donc, OK, je vous ai présenté ça. Maintenant, augmenter la diversité des options, augmenter la liberté, mais qu'est-ce qui peut faire en sorte, sur quoi est-ce qu'on peut agir pour que ça, ce soit de plus en plus présent? Je vous ai parlé de faibles contraintes structurelles tantôt. En gros, on peut essayer de faire en sorte que les femmes ont un réseau de plus en plus gros et de plus en plus constitué de personnes qui ne sont pas toutes en lien les unes avec les autres. Donc, si je vous montre ces deux personnes-là, la personne en haut, elle va être plus contrainte par son réseau parce que, bon, elle a quand même un réseau assez... Elle est en lien avec 4 personnes. Ce n'est pas un réseau immense, mais ce n'est pas un minuscule réseau non plus. Elle a 4 personnes dans sa vie. Mais ils font toutes partie du même groupe. Ce que ça fait dans ce temps-là, ça peut être des réseaux qui sont très soutenants parce que les gens se parlent, les gens se concertent, ils se transmettent l'information, ils vont soutenir les femmes. Mais dans la mesure où un jour ils sont en désaccord, ça peut être un réseau qui est très contrôlant aussi, puis qui peut vouloir justement prendre les choses en charge, puis agir, puis choisir à la place des femmes. Donc une personne qui va être dans la position A, qui est en bas, on va dire qu'elle va être moins contrainte par son réseau. Elle est, elle aussi, en contact avec les 4 personnes qui peuvent être susceptibles d'être très soutenantes, etc. Mais elle a aussi des portes de sortie au cas où, à un moment donné, ça ne marcherait plus. Au moins, elle a... Fait qu'on va dire dans ce temps-là qu'elle est plus autonome dans sa structure relationnelle parce qu'elle n'est pas condamnée à subir les actions d'un petit groupe de personnes. Jusque-là, vous me suivez? La deuxième chose, c'est que pour être autonome au sein de ces relations, il faut avoir un réseau qui est constitué de personnes qui agissent de manière à nous rendre autonomes. C'est un peu une roue qui tourne, là. Mais il y a une auteure qui s'appelle Marina Oshana, qui est bien intéressante, et puis qui dit que les personnes autonomes ont un entourage qui agit de différentes manières. Donc, la première des choses, c'est respecter leurs décisions. On ne peut pas choisir à la place des autres si on veut qu'ils soient autonomes. De manière à préserver leur sécurité. Donc, on ne les agresse pas psychologiquement, on ne les agresse pas physiquement non plus, on ne les agresse pas de n'importe... Fait qu'on s'entend que déjà là, la situation de violence conjugale, ça brime l'autonomie des femmes. On ne les tient pas responsables d'autrui. On ne les tient pas responsables des besoins d'autrui, d'une situation X qui affecte autrui. On ne les manipule pas, on ne les désinforme pas. Puis, on ne les maintient pas dans la dépendance financière non plus. Donc, puis ça, encore une fois, en lien avec la violence conjugale, bien, quand un conjoint ne veut pas que la femme travaille ou a le contrôle des finances, bien, ça brime encore une fois l'autonomie des femmes. La dernière chose, puis c'est en lien direct avec les actions des membres du réseau, c'est que pour être autonome dans notre réseau, dans nos relations, il faut avoir des attentes positives. Donc, il faut avoir confiance dans les personnes qui
qu'ils constituent notre réseau. Pourquoi? Parce que si, par exemple, j'ai besoin de me confier, il faut que j'aille des personnes en qui me confier, mais pour ça, il ne faut pas juste que les personnes soient là. Faut que je m'attende à ce que leurs réactions me conviennent. Sinon, je ne me confierai pas, même s'ils sont là. Fait qu'il ne faut pas juste avoir des personnes, il faut être libre de leur parler, puis pour ça, il faut avoir confiance. Donc, si on veut organiser l'intervention autour de l'augmentation de l'autonomie relationnelle des femmes, ça implique d'augmenter la diversité des options qui leur sont accessibles, mais aussi d'améliorer leur liberté à saisir ces options-là. Donc, on essaie de diminuer la contrainte structurelle. Ça, en langage normal, ça veut dire on grossit puis on diversifie leur réseau. On essaie d'améliorer les actions d'autrui, puis par ricochet, améliorer les attentes des femmes à l'égard d'autrui. Je suggère de scinder tout ça en 3 étapes. OK. Ouais. Fait que la première étape, ce serait de faire un pré-travail. Fait que ça, c'est plus un travail individuel avec les femmes, où on peut expliquer, par exemple, c'est quoi l'autonomie relationnelle? Qu'est-ce que ça fait quand on voit l'autonomie comme un contexte et non pas comme une capacité? C'est l'autonomie financière et tout ça, c'est quelque chose qu'on parle, c'est quelque chose qui est important. Mais dans le fond, voir l'autonomie comme un contexte, ça permet de voir ces enjeux-là aussi comme étant un peu plus global, puis peut-être parfois moins... je ne veux pas dire que c'est ce qui se fait en maison d'hébergement, mais des fois, dans le discours populaire, ça peut être un peu blâmant, là, le discours sur l'autonomie. Fait que de le voir comme un contexte, ça permet de ne pas tomber là-dedans aussi. Donc, comme un contexte, mais un contexte sur lequel les femmes ont quand même un pouvoir. Puis les différentes manières avec lesquelles elles peuvent modifier, moduler ce contexte-là, c'est quelque chose qui peut être discuté là, dans une étape de pré-travail. Mais après ça, peut-être alimenter la discussion avec elles sur chacune de ces dimensions-là de l'autonomie relationnelle. Par exemple, ça a été quoi l'impact de la violence sur leur, je dis accès à des options, ça a été quoi, c'est ça, sur leur accès à leur réseau finalement, à leurs sources de soutien, à leur travail. Tout ça, c'est des options relationnelles en fait. Donc, qu'est-ce que ça a été l'impact de la violence? À quelle réaction des proches est-ce qu'elles ont été confrontées? Comment ils ont réagi? Puis qu'est-ce que ça l'a fait après sur... quel impact elles voient sur leurs propres actions? Voilà. La deuxième étape, je pense qu'il y a probablement des gens pour qui la première étape va suffire dans leur milieu, qui vont choisir de s'arrêter là. Je pense qu'on peut quand même aller plus loin. Celles qui voudraient aller plus loin, c'est possible d'aller plus loin. C'est sûr que... OK, merci, Xenia. C'est ça. Moi, dans les rencontres de rétroaction avec les femmes, moi, j'arrivais avec l'analyse de leur réseau, dans le fond, avec les schémas, avec des questionnements, des pistes de discussion avec elles. Puis c'était vraiment riche. Fait que c'est sûr que moi, je pense que ça peut être quelque chose qui est vraiment enrichissant pour une intervention aussi, d'analyser le réseau des femmes, puis à partir de là, de choisir des objectifs avec elles. Donc, dans la partie analyser avec les femmes leur réseau social, on peut se demander, par exemple, c'est qui fait partie de ta vie? À qui tu peux parler quand tu as besoin? Avec qui tu passes du temps, que ce soit des personnes positives ou pas? C'est qui est là dans ta vie? Est-ce que ces personnes-là font toutes partie du même groupe ou est-ce qu'ils font partie de groupes différents? Ces personnes-là, elles agissent comment? Est-ce que tu as confiance en ces personnes-là? As-tu des attentes positives ou négatives? Puis je pense que ce qui aide, c'est de créer une illustration de ce réseau-là. C'est sûr que moi, dans le fond, dans le cadre de la thèse, je l'ai fait à partir d'un logiciel, là, sauf que c'est quelque chose qui se fait aussi à la mitaine. C'est quelque chose qui peut se faire sur le coin d'une table à la mitaine, on trace des lignes, on peut utiliser différentes couleurs pour faire les points, pour représenter les personnes qu'elle considère positives, les relations qu'elle considère positives, négatives, on peut s'amuser avec ça. L'important, c'est d'alimenter la discussion puis d'ouvrir des possibilités. La deuxième chose, mais en fait, la suite de ça, ça va être de cibler c'est quoi les besoins relationnels des femmes.
Dans leur réseau, en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs objectifs personnels aussi, est-ce que les options qui sont là leur suffisent? Ou est-ce qu'elles auraient besoin de diversifier? Est-ce qu'elles aimeraient ça, améliorer leur accès à d'autres options? Est-ce qu'elles aimeraient ça avoir des attentes plus positives à l'égard d'autrui ou que les gens agissent de manière à susciter plus leur confiance? Donc, c'est qu'est-ce qu'elles voudraient qu'ils se développent. La troisième étape, ça va être de choisir les moyens à mettre en place puis de passer à l'action pour améliorer leur réseau. Donc, si on choisit comme objectif d'améliorer l'accès des femmes à des relations diversifiées, on peut référer à d'autres ressources. On peut créer des opportunités de mise en relation à l'intérieur des services. Je parle de services parce qu'évidemment, il est question de maisons d'hébergement, mais ça peut être d'autres services aussi que les maisons d'hébergement. Ça peut être... il y a madame qui travaille avec les femmes immigrantes. Ça peut être... Je pense que c'est pertinent pour d'autres services, là. Mais ça peut aussi être des opportunités de mise en relation à l'extérieur des services. Donc, peut-être en faisant des collaborations avec d'autres milieux d'intervention ou en allant avec elles dans des activités qui sont dans la communauté plus large, des activités de la ville. Donc, créer des opportunités comme ça à l'extérieur. Ça peut être d'aider les femmes à reconnecter avec des proches. Donc, évidemment, on peut aider les femmes à choisir ces proches-là. Donc, est-ce qu'elles choisissent de reconnecter avec ces proches-là parce que c'est ce qui leur semble, c'est ce qui leur vient en tête parce qu'elles les connaissent, mais comment est-ce qu'ils ont agi? Préparer le terrain, en fait, avec elles pour pouvoir reconnecter. Puis si elles choisissent de reconnecter avec eux, est-ce qu'elles ont besoin de soutien là-dedans? Donc, soutien émotionnel, soutien logistique. Il y a certaines personnes, c'était pas dans ma recherche, c'était dans la littérature, le texte de Goodman et ses collaboratrices, qui disait que des fois, elles vont adapter les règles pour favoriser la reconnexion des femmes avec des proches. Donc, si la femme s'absente pendant 4 jours parce qu'elle est dans sa famille, mais ils ne vont pas nécessairement lui enlever la place en maison, ils vont la préserver pour ce temps-là, pour favoriser la reconnexion. Pour ce qui est de favoriser le développement d'attentes positives à l'égard d'autrui, favoriser le développement de liens de confiance, ça va être d'aborder, ça a été quoi les actions antérieures? Comment est-ce que ces personnes-là qui font partie de son réseau ont agi par le passé? C'est qui les personnes à l'égard desquelles elles ont envers qui elles ont confiance et pas confiance? Puis si elles souhaitent maintenir dans leur réseau des gens en qui elles n'ont pas nécessairement confiance à l'heure actuelle, qu'est-ce qui peut être fait? Est-ce qu'elles aimeraient ça qu'une intervention soit faite directement auprès de ces personnes-là? Donc, dans la mesure où on voudrait faire une intervention auprès des proches, ce qui est ressorti des entrevues, puis de ce que les intervenantes me disaient, c'était de choisir les personnes avec les femmes, tout faire avec les femmes, en fait. Pas faire les choses, tu sais, on analyse le réseau, mais après, toutes les étapes doivent être faites avec les femmes. Ça peut pas être... on ne peut pas partir de notre côté puis après ça être avec les proches. C'est quelque chose qui doit se faire en mettant les femmes au centre de tout ça. Donc, organiser les contacts auprès des proches avec les femmes. Puis après ça, rencontrer les proches avec ou sans les femmes, selon ce qu'elles préfèrent, elles, mais pour les sensibiliser, les soutenir s'ils ont des besoins émotionnels, eux aussi, leur expliquer c'est quoi la violence conjugale, les référer, eux, à des services aussi, merci, aux besoins. Donc, je ne sais pas si j'oublie quelque chose. Non, je pense que c'est dans le... Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est sûr que c'est des interventions qui peuvent être délicates aussi. Puis, je pense qu'il y a un principe de base là, qui doit être respecté, puis qui est le fait que la femme, c'est elle l'experte de sa vie, puis de son vécu relationnel. C'est elle la mieux placée pour identifier ses objectifs, le rythme avec lequel elle souhaite les atteindre. Donc, en lien avec ça, il y a une dérive qui est possible, puis qu'il faudrait éviter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier de partir du point de vue des intérêts, des besoins, des désirs des femmes. Donc, de ne pas la priver de son autonomie, à quelque part. T'sais, on parle de l'autonomie à laquelle elle a accès dans ses relations, mais après ça, nous, on fait partie de ses relations aussi. Fait qu'il ne faut pas non plus la brimer là-dedans. Puis, une autre dérive qui pourrait être possible et puis qu'il faudrait éviter, c'est de ne pas briser la confidentialité.
Donc, si on intervient auprès des proches, c'est de ne pas transmettre d'informations sur la femme, à moins qu'elle le fasse dans une rencontre familiale ou avec des amis, ou bon, à moins que ce soit son choix à elle. Donc, de ne pas transmettre d'informations sans que ce soit elle qui le fasse finalement. Donc, y aller plus général. Là, j'avais prévu des petites vignettes pour alimenter la discussion, mais je ne sais pas si... je ne veux pas non plus vous empêcher de parler, là. Puis c'est ça. Fait que je ne sais pas si peut-être ils peuvent... Puis je continue ou je... Hein? Ben en fait, c'est que... Ben là, il y avait un autre avertissement, premièrement, qui disait ça vise à alimenter la discussion, mais il n'y a pas de bonne réponse. Mais à ce stade, puis je pense qu'en général, il n'y a pas de bonne réponse non plus, dans le sens où il faut que ça parte des femmes. Fait que tant que ça part des femmes, il n'y a pas non plus de mauvaise réponse, là. C'est comme... c'est ça l'essentiel de partir d'elles. Mais bon, les équipes qui voudraient développer ça, ben, c'est ensemble qui vont le faire. De continuer de même? OK, c'est bon. OK. OK, c'est bon. Fait que j'aurais peut-être encore un 10-15, puis après, on jase. OK. Ben, de toute façon, je vais vous lancer la balle. OK. Fait que c'est ça. Mise en situation. Vous êtes intervenante dans une maison d'hébergement. Dès vos premières rencontres de suivi avec Christine, vous avez discuté de ces relations, des différentes manières avec lesquelles nos relations peuvent nous rendre autonomes ou au contraire nous maintenir enfermés. Fait que dans le fond, il y a déjà un pré-travail qui a été fait. Lors de la dernière rencontre avec elle, vous avez abordé le sujet de son réseau social. Vous avez fait une liste de personnes avec qui elle était en lien. Vous avez demandé parmi ces personnes qui était en contact avec qui. Fait que là, ça vous permet de dessiner le schéma suivant qui représente son réseau. Donc, en résumé, elle est en lien avec son ex-conjoint, avec des membres de sa famille, puis eux-mêmes sont tous en lien les uns avec les autres. Vous avez convenu avec elle d'approfondir le sujet lors de votre prochaine rencontre. Fait qu'en gros, ce serait quoi les thèmes qui pourraient être abordés lors de cette prochaine rencontre éventuelle? Je ne sais pas s'il y en a qui